On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet assez inédit, celui de collecter de l'information sur les chansons traditionnelles le long des berges du Richelieu. Projet historique, évidemment, chapeauté par le Conseil des arts et de la culture Québec-Canada, qui finance principalement le projet. Et c'est un couple de musiciens, principalement la dame qui est chanteuse, auteur, compositeur, interprète, qui a lancé un peu cette idée un peu particulière. Elle va nous raconter ça dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de Sophie Généreux. Elle arrive de Paris. Elle a passé quelques temps en Europe pour son entreprise Bioéternel dans le monde de la cosmétique, chapeautée par la Mission France du Réseau M. Elle nous parle de son périple à l'instant. Elle est fraîchement débarquée de l'avion il y a quelques jours à peine d'un périple en Europe, chapeauté par le Réseau M. Le Réseau M, qu'est-ce que c'est? On parle de cellules de mentorat. Vous savez, ici, dans le Haut-Richelieu, il existe une cellule de mentorat d'affaires du Haut-Richelieu. Donc, ce sont des mentors qui viennent mentorer des gens, qui les accompagnent. C'est chapeauté, c'est le Réseau M, c'est national. Et là, il y avait une mission, la Mission France. Donc, il y a différentes candidatures qui ont été soumises. Et dans la région, ici, c'est Sophie Généreux, présidente de Bioéternel Cosmétique, qui a fait partie de ce voyage. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Explique-nous un peu, premièrement, ton lien avec la cellule de mentorat, puis ensuite, comment ça en est arrivé jusqu'au projet de Mission France. Donc, c'est ça, je suis mentorée avec le Réseau M. De où est-ce que ça partit? C'est que je cherchais un mentor. Donc, j'ai approché le Réseau M à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et mon mentor, c'est Rosaire Quévillon. Ouais. Et puis, il m'est arrivé avec le projet de la Mission France. Et il savait que moi, ça faisait des années que mon rêve, c'était de distribuer mes produits en Europe. Donc, même, c'était le plus grand rêve que j'avais. Donc, la Mission France, ça m'a permis de faire la belle expérience avec le Réseau M, qui était 12 entrepreneurs dans 12 domaines différents. Puis, c'est ça, dans le fond, on allait là-bas à Paris pour soit exploratoire, soit pour proposer nos produits, soit à des boutiques ou tout dépendamment de qu'est-ce que le projet on avait. Donc, c'était vraiment super. Est-ce que tu as soumis ta candidature? Est-ce qu'on t'a questionné sur des trucs? Comment ça s'est fait? Donc, on était une centaine à travers le Canada, ouais, à avoir soumissionné, puis appliqué plutôt. Puis, c'est ça, dans le fond, on m'a appelé, puis moi, j'étais vraiment excitée. Donc, ta candidature a été retenue pour le voyage? Oui, exactement. Oui. Bon. Donc, en tout et partout, en fait, la Mission France, c'était quoi? Une semaine, mais toi, tu en as profité peut-être pour allonger ça un peu, peut-être pour même explorer davantage les possibilités en Europe? Pour ma part, vu que mon domaine, c'est un domaine quand même un petit peu plus complexe, les cosmétiques, j'ai décidé de prendre une extension de 2 semaines de plus pour aller voir aussi la Côte d'Azur, qui est où ce que toutes les plantes médicinales poussent. Et puis moi, c'était un de mes rêves de voir la Grasse, où ce que tous les plus grands parfumeurs, c'est de là qu'ils partent. Donc, j'ai été explorer ça. Ça a été vraiment extraordinaire de voir des orangers, des haies de romarin. Donc, ça a été vraiment intéressant. Puis aussi, j'ai eu la chance de trouver des fournisseurs pour mes cosmétiques directement. Donc, c'est intéressant pour ce côté-là. Quel est l'historique de Bioéternel? Parce que l'entreprise existe depuis près de 7 ans maintenant. Oui, 7 ans. On t'a déjà reçu à quelques occasions en entrevue au moment de différents moments de progression de l'entreprise. Là, Bioéternel, ça a parti comment? Puis ça ressemble à quoi aujourd'hui, 7 ans plus tard? Comment ça a parti? Moi, je partais ça dans le sens de faire un produit artisanal. C'est toujours artisanal. De faire la consultation. C'est comme ça que j'ai parti, donc 1 à 1. Je faisais des posologies spécifiques pour chaque type de peau après ma formation en herboristerie et aromathérapie. Puis par la suite, il y avait une grande demande parce qu'il y a beaucoup de problèmes de peau que je remarque, dont moi, qui avait beaucoup d'acné, coprose. Donc, des types de peau, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin. Par la suite, j'ai commencé à faire un petit peu de distribution. Puis après ça, j'ai passé à l'œil du dragon, ça m'a fait connaître. J'ai commencé à rentrer dans les réseaux d'Avril, un gros marché intéressant du bio, qui est de plus en plus grandissant. Et tout récemment, les Rachel Berry. Donc, on est rendu maintenant avec une centaine de points de vente au Canada. Puis, tout est arrivé en même temps. Moi, en 2018, les Rachel Berry, puis en plus, la Mission France, qui était un de mes plus grands rêves de distribuer en Europe. Pour moi, ça a été vraiment émotionnel. En plus, c'était en plein dans mon salon Manger Santé à Montréal. Donc, mes clients, ils me voyaient avec ma valise en plein dans mon salon. Donc, j'ai fait dîner la team de Québec, qui est ma soeur et ma belle-sœur. Puis, ils sont partis, ils sont venus m'aider au salon Manger Santé. Pendant mon départ, pendant mon salon, j'ai été faire la Mission France et je suis partie 3 semaines pour vraiment en mode exploratoire.
Bon, et là, quand tu débarques à Paris, bon, évidemment, il y a la semaine qui est organisée par, Oui. par la mission en tant que telle. Mhm. Donc, c'est quoi les ateliers ou les conférences ou les gens qu'on rencontre? Bref, ça se passe comment durant cette semaine-là? C'était une semaine très intéressante parce qu'on a fait des très gros contacts. Donc, je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment surprise. Il fallait quand même être tout le temps bien mis, tout ça. On était avec la délégation du Canada à Paris, du Québec à Paris. Oui. Par la suite aussi, l'ambassadrice Isabelle Hudon, que pour moi, c'était Oui. vraiment une femme, en plus, c'est une femme très inspirante pour moi, qui nous a accueillis les bras ouverts. On a comme parlé de notre entreprise, chacun notre tour. Ils sont vraiment là pour nous supporter. Donc, on est vraiment, vraiment choyés. La mission, ça a été vraiment des très bonnes organisatrices, organisateurs. J'y remercie beaucoup. Puis en plus, ça a fait aussi que j'ai réalisé que j'étais accomplie là-dedans. Donc, c'était vraiment Parce que là, dans le fond, vous étiez une douzaine de secteurs d'activité différents. Donc, toi, évidemment, tu arrives du monde des cosmétiques et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour toi, là-bas? Ils t'ont mis en contact avec des gens qui sont des acheteurs potentiels, des compagnies qui œuvrent dans le même domaine? Eux, ils font pas vraiment de contact. C'est nous qui fallait faire les recherches à la base avant. OK. Moi, je visais un magasin en particulier. Puis, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ce niveau-là encore. Donc, avec toute intégrité, j'ai réalisé que c'était peut-être un petit peu plus tard. OK. Parce que c'est sûr que ma notoriété là-bas, les gens ne me connaissent pas. Il faut que je fasse quand même il faut quand même que je bâtisse ma confiance là-bas avec les Français. J'ai réalisé que Mademoiselle Bio, c'était vraiment une boutique qui m'intéressait beaucoup. Il y a un réseau de 11 magasins. Mais avec des conseillers. Donc, c'est ça qui m'intéresse, un peu comme chez Avril ou chez Rachel Berry, qui a des naturopathes ou des esthéticiennes sur place, très professionnels, qui sont là pour conseiller le client. C'est des experts. Moi, je veux travailler avec des experts, puis eux, c'est vraiment eux que je recherche. Puis, j'ai fait des recherches aussi. Il y a plusieurs qui m'intéressaient, mais j'ai été à me rendre compte que c'était vraiment Mademoiselle Bio qui m'intéressait le plus à travers ça. Donc, j'ai communiqué directement avec la maison mère. Puis moi, j'ai eu pas de réponse au début. J'ai continué à faire mes recherches par la suite, puis j'ai rencontré directement dans les boutiques les conseillères. Je leur ai donné des produits. Ils ont vu les textures. Ils étaient vraiment comme en amour avec mes textures de mes produits bio-éternels. Puis par la suite, c'est eux autres qui m'ont donné le contact directement à la maison mère. Et j'ai eu le rendez-vous juste avant que je parte de Paris. Donc, pour moi, ça a été vraiment formidable parce que j'ai pu en plus rencontrer l'acheteuse. Et je pense bien qu'ils sont très, très intéressés. C'est sûr, j'ai beaucoup de devoirs à faire, par contre. Bon, mais en quoi tes produits sont-ils complémentaires à ce qui existe déjà sur le marché européen ou meilleurs ou différents ou je ne sais trop, mais en quoi ces produits-là sont une plus-value pour ces gens-là en Europe? Qu'est-ce qui me démarque dans mes produits, que ce soit en Europe ou au Canada, c'est que c'est des produits très spécialisés selon le type de peau. Tu sais, quand j'ai commencé à faire des postologies spécifiques, je peux dire que mon produit est encore comme ça. Donc, si on a des taches pigmentaires, on a la peau de peau verte, on a de la coupe rose, on a la peau grasse et en plus de l'acné, les clients sont parfaitement conquis par mes produits parce que c'est vraiment adapté aux besoins du client. Donc, on va vraiment cibler ce que le client veut. Donc, c'est vraiment le besoin. Et en plus, avec des experts qui connaissent les plantes médicinales dans mon domaine, c'est encore mieux. Là, tu dis que tu as des devoirs à faire. Lesquels? Oui. La partie certification biologique, ça, c'est quand même une grande partie. Donc, il faut aller chercher Cosmé Bio, Écossaire. On était déjà avec Québec Vrai au Canada, au Québec. C'est bien. La partie loi, taxes, douane, dédouanement, tout ce qui est cosmétique, c'est beaucoup plus sévère que peut-être alimentaire. Donc, on a beaucoup de papiers à remplir, de devoirs à faire dans ce sens-là. Moi, mon équipe, on est vraiment excités au projet. Donc, c'est sûr que d'ici peut-être 2-3 mois, on devrait tout avoir finalisé, toutes ces normes et lois. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de... Et à quel moment, si tout va bien, on pourrait retrouver les produits bio-éternels en France? Moi, j'espère pour ma fête, donc en septembre. Et ta fête, c'est prévu septembre, c'est bon? Donc, j'espère en septembre, mais j'avais prévu déjà d'y retourner sûrement en septembre pour justement encore explorer d'autres milieux. L'Italie, c'est intéressant. La Côte d'Azur, c'est encore plus intéressant pour moi, donc en plus, il fait chaud. Mais aussi au niveau des plantes médicinales, il y a beaucoup de fournisseurs que je veux aller encore rencontrer directement. Parce que j'aime vivre, j'aime voir comment ils font pousser leurs plantes de A à Z pour savoir qu'est-ce que je mets dans mon produit. OK. Mais en même temps, tu sais, puis on le voit dans ce domaine-là, je présume qu'il y a des compagnies européennes ou françaises qui tentent leur chance au Québec, probablement. Oui, quand même beaucoup aussi. Mais l'inverse est aussi possible. Oui, pourquoi pas. Oui.
Et donc, selon toi, quand tu regardes ça, tu dis, OK, bon, l'entreprise existe depuis 7 ans. Il y a cette opportunité d'affaires maintenant de développer le marché européen. Mhm. Évidemment, comme dans toute entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Ça fonctionne peut-être pas nécessairement comme chez nous, donc il faut s'adapter, tout Ouais. ça. Mais tu y vois quand même une possibilité de croissance quand même importante. Oui, là. vraiment. Mais moi, je vais y aller étape par étape. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça dans mon entreprise. Puis les valeurs de notre entreprise, c'est vraiment... On est vraiment humain, nos clients. Nous, on a une approche vraiment comme... On est proche de nos clients. Ça, je ne vais pas la perdre. Le côté artisanal de mon produit qui est encore en plus en demande. Les gens, de plus en plus, ils ne veulent pas un produit qui est fait en grosse quantité, que le client est un numéro. Ils veulent une approche humaine. Ils veulent une approche adaptée selon le type de peau, je pense, et aussi artisanale. Qui fait partie aussi de notre entreprise à nous. Ouais. On est une petite entreprise avec une dizaine d'employés, donc ça va très bien. Mais c'est ça. Donc, nous, on veut y aller étape par étape et surtout y aller dans le respect de l'entreprise, de la croissance également. Là. Donc, la prochaine étape, c'est de remplir toutes les normes, évidemment, tous les trucs un peu plus légaux. Ensuite, peut-être une première distribution quelque part au mois de septembre. Ouais. Et après ça, tu parlais de Côte d'Azur, tu parlais de l'Italie également, mais après ça, Ouais, ça peut l'Italie, s'étendre aussi un peu plus loin. Là. Parce que l'Italie sont très artisanales. Donc, j'adore ça. C'est tous les endroits que j'ai visités, toutes les petites boutiques, c'était fait main. Donc, ça va vraiment rejoindre les valeurs de Bio-Éternel. Ça m'intéresse vraiment. C'est sûr que le langage, peut-être, c'est peut-être un blocage pour l'instant, mais tout se transcrit, là. Tout est possible. Mais je vise vraiment Paris pour l'instant. C'est vraiment une belle ville où il y a beaucoup de pollution. C'était difficile au niveau de la gorge, là. Mais c'est ça, je vise Paris pour justement, parce que les Parisiennes ils font très attention à leur beauté, leur bien-être. Donc pour moi, c'est vraiment un endroit qui me plaît, là. Bon. Évidemment, cette mission France était chapeautée par le Réseau M. Ici, je le disais tantôt, cellule de mentorat, dont tu parlais de Rosaire Quévillon. En quoi l'accompagnement de Rosaire t'a-t-elle aidé comme entrepreneur à grandir au fil du temps? Rosaire, c'est un mentor, mais surtout un très bon entrepreneur. Donc, il a beaucoup d'expérience derrière lui. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Il est très, très inspirant pour moi. Mais il est toujours là pour me donner des conseils, mais en même temps, toujours avoir un recul, parce que c'est pas lui qui me dit quoi faire. Mais dans le fond, il me dit toujours, tout se négocie, Sophie. Il est toujours là derrière moi. Puis, il a été là du début jusqu'à la fin. Puis, pour lui, c'était tellement un plaisir que je participe à cette mission France-là, parce que c'était un de mes rêves. Donc, on ne s'est pas encore rencontrés, d'ailleurs. Là. On se rencontre bientôt. Mais pour moi, c'est vraiment une personne extraordinaire qui est vraiment beaucoup d'expérience. Puis, c'est mon mentor qui fait pour moi, je pense. Là. Sophie Généreux, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Félicitations, Merci. bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous au retour, on parle de chansons traditionnelles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de golf. Oui, avec Sylvain Patry du Club international 2000 et on reçoit l'informateur Joannet. William Julien. Et si vous voulez savoir qui est Alex Bowman, écoutez l'émission. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons des berges du Richelieu, mais surtout d'une collecte de chansons traditionnelles en lien avec l'histoire des berges du Richelieu. Un projet actuellement qui est financé par le Conseil des arts et dirigé par les deux personnes que je vais vous présenter. En fait, d'abord, elle est auteure, compositeur et interprète, Mélisande Gélina-Fauteux. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Alexandre Grosbois-Garand, qui est musicien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, je trouve le truc intéressant parce que, évidemment, on le sait, la rivière Richelieu, les berges de Richelieu, puis pour avoir lu quelques bouquins là-dessus, ça regorge d'histoire, évidemment, depuis l'arrivée des humains, même un peu avant.
Évidemment, et la chanson vient souvent s'y greffer aussi. Alors, comment est venue l'idée de lier les berges du Richelieu avec les chansons traditionnelles? Bien, tout d'abord, Alex et moi, on a un projet de musique électro-trad, Ouais. Mélisande électro-trad. Pour le premier album, j'ai fait beaucoup de recherches de chansons dans des recueils de chansons de folkloristes plus connus, Marius Barbeau, Ernest Gagnon, Germain Lemieux. Je me suis un petit peu imprégnée de ça parce que c'était pas vraiment quelque chose que je connaissais. Moi, je suis issue de la composition, du rock progressif. Donc, la musique traditionnelle, je connaissais pas beaucoup ça. Pour le second album, on est allé dans des centres d'archives, donc jusqu'à la Library of Congress à Washington, pour chercher dans les... eux autres ont des archives francophones. Ils ont une section d'archives francophones. Donc, on est allé là. On est allé au Musée canadien de l'histoire aussi écouter leurs archives, la plupart sur des... bien, ça a été transféré maintenant, mais c'était sur des rouleaux de cire, certaines sur bobine. Donc, on a fait de la recherche dans les centres d'archives. On s'est imprégné maintenant de la tradition orale, donc de vraiment écouter les archives et de décider quelle chanson nous intéressait suite à l'écoute d'archives. Et là, bien, c'était comme pour nous une suite logique de dire, bien, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait ça? Il y avait pour nous, il y avait une progression, tu sais, d'aller dans les livres, d'aller à l'écoute. Ouais. Et là, de se dire, bien, on pourrait aller nous-mêmes chercher les chansons à la source. Et là, bien, nous, on est situé à Belleuil. On est montréalais, les deux, mais on habite maintenant à Belleuil. Et on se dit, bien, il y a cette rivière-là, ce coin de pays-là. Moi, je me suis renseignée, j'ai su qu'il n'y avait pas beaucoup d'archives de cette région-là. Ça m'a intéressée. Donc, j'ai proposé ce projet-là au Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi qu'à celui du Canada. Et les deux organismes ont aimé le projet et ont décidé de le financer. Et bien là, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est... je m'en vais, bien là, moi, je fais les appels, là, disons, au Chevalier de Colomb, ou au Club de la FADOC, les clubs d'âge d'or, les résidences, les cercles de fermières, les légions. Là, on voit des activités. On est allé à un brunch des Chevaliers de Colomb. Là, on a rencontré plein de gens. On est dans la recherche, là. Oui, bien là, moi, je nous vois comme des enquêteurs. En fait. Puis on a déjà rencontré plusieurs personnes aussi suite à ça. Oui, c'est ça. Là, on est au C'était quoi, toi, troisième ta réaction quand vous avez commencé un peu à démarrer le projet puis à voir que ça progressait? Bien, moi, en fait, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique traditionnelle. Fait que pour moi, la collecte, ça a toujours été comme la chose, l'ultime démarche, mettons, ethnologique en lien avec la musique et la chanson traditionnelle. Mais moi, j'habitais à Montréal, j'étais plus un urbain. Fait que dans ma tête, c'était pour les autres. Puis moi, je composais, puis j'avais accès à du répertoire d'autres façons. Puis là, bien, de fil en aiguille, comme Mélisande l'expliquait, bien, on en est comme arrivé à se dire que, dans le fond, ça pourrait être notre tour de faire nous-mêmes de la collecte. Puis c'est drôle parce que, dans le fond, il est toujours trop tard parce qu'il y en a toujours des chanteurs ou des porteurs de tradition qu'on appelle là, dans le milieu du patrimoine vivant. Puis il y en a toujours qui s'éteignent. Puis c'est drôle parce que depuis même la fin du 19e siècle, les compositeurs romantiques qui commençaient à composer en s'inspirant de folklore en Europe, ils disaient déjà qu'il fallait se dépêcher parce que les gens allaient mourir. Puis là, bien, 140 ans plus tard, bien, on le fait encore, puis c'est encore pertinent. Souvent, dans l'histoire québécoise, et bon, évidemment, oui, parce qu'on en parle beaucoup avec la sortie du film La Bolduc, mais j'ai l'impression que le folklore québécois, il part de la Bolduc à aujourd'hui. On a l'impression qu'avant la Bolduc, il n'y avait rien, mais on peut présumer qu'il y avait de quoi, probablement, parce que, oui, puis le film est super bien fait là-dessus, pour l'avoir vu là, il y a quoi, une semaine. Effectivement, ça nous replonge un peu dans le Québec des années 20, le Québec des années 30, avec, oui, l'importance, évidemment, que la Bolduc a eue à l'émergence de la musique folklorique francophone au Québec. Mais avant la Bolduc, il devait aussi avoir une autre forme de chanson, de composition qui devait se faire aussi. Bien, c'est évident. Oui, il y en avait. Oui, bien, c'est sûr que la Bolduc a été... Bien, c'est ça, ouais. c'est que la Bolduc a vraiment, pour utiliser l'expression, elle s'est mise sa map, là. Ça a comme mis cette affaire-là d'être un auteur-compositeur. Oui, c'est ça. Mais effectivement, et tous nos chanceux qui chantent des chansons, toutes nos chansons, presque, proviennent de l'Europe aussi, parce que souvent les gens ils disent « Ah, bien, ça, c'est une chanson en passant par Paris ou Saint-Denis de France aussi, ou ça. » Bien, c'est normal aussi parce que les chansons ont voyagé jusqu'ici.
parce que c'est un plus vieux Évidemment. pays. Bon. Donc, mais effectivement, il y avait des chansons partout. Et ce que nous, on essaie de rechercher, c'est s'il n'y aurait pas aussi des versions, parce que les chansons traditionnelles existent en plusieurs versions. Je me suis déjà fait dire après un spectacle, « Ah oui, votre chanson, Plantons la vigne, vous oubliez de chanter tel bout. » Bien là, c'est bon. J'ai dit, bien, c'est parce qu'il y a plusieurs versions. Moi, j'ai décidé de ne pas chanter ce bout-là, tu sais. Mais il y a plusieurs versions. Donc, on aimerait trouver des versions qui sont vraiment précises à une région ou qui sont typiques à une région donnée, là. Tu sais, les Berges du Richelieu, c'est ce qu'on peut trouver une chanson peut-être sur une version d'une chanson connue, mais qui parlerait de tel village qui ne serait pas en France, tu sais, qui serait... Mais même aussi dans l'historique des 300-400 dernières années, il y a eu l'occupation française, il y a eu l'occupation britannique aussi. Il y a eu quand même un espace-temps quand même assez important où il y avait beaucoup d'anglophones qui habitaient le long du Richelieu. Puis après ça, évidemment, on connaît un peu la suite, mais est-ce qu'il peut y avoir également dans votre volet de collecte des chansons traditionnelles de souche anglophone? Est-ce que ça se peut aussi, ça? C'est possible. Ça se pourrait. Ouais. Il y a souvent eu des emprunts ou des fois, il y a même certaines chansons traditionnelles où il y a des expressions qui ont l'air d'être empruntées à des langues amérindiennes aussi. C'était mon autre question aussi, parce est-ce qu'il peut y avoir aussi des chansons tout à fait. de nature plus amérindienne? Ça existe. Est-ce qu'on va en rencontrer dans nos recherches? C'est l'autre affaire. Là, il nous reste 1 an, là, quasiment. Oui, c'est ça. Là, on est quand même dans le début. On a fait 8 rencontres. Et on s'est donné aussi la liberté de sortir un petit peu des Berges du Richelieu parce que des fois, on a des pistes qui nous sont données que, bon, bien là, la personne est rendue qu'elle habite à 1 heure de route. Bon, elle n'est plus sur le bord du Richelieu. Mais on suit quand même la piste parce que souvent, c'est pertinent aussi, là. Si les gens s'identifient au Richelieu parce qu'ils soit sont nés là, soit ils vivent là ou ils ont vécu là pendant 30 ans, à un moment donné, ben, on les accueille. Bien, en fait, eux nous accueillent, mais nous, on les accueille dans notre projet. Êtes-vous en contact avec des sociétés d'histoire? Oui. Comme je disais tantôt, jusqu'à maintenant, ce qui a été le plus profiteur, c'était vraiment plus comme les centres, justement, bon, les Chevaliers de Colomb, les endroits où les gens se réunissent, où il y a un bassin de personnes qui sont encore actives aussi. On est allé dans un centre, une résidence pour personnes retraitées, mais là, les gens étaient moins actifs, connaissaient moins de choses, se souvenaient moins. On essaie, tu sais, mais là, écoutez, j'ai justement recensé aujourd'hui les centres de personnes âgées. Ici, à Saint-Jean, il y en a beaucoup. Mais c'est ça, quand on parlait tantôt de patrimoine vivant, c'est un peu ça, c'est-à-dire d'aller voir des gens qui ont probablement en tête peut-être quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, et là, ils peuvent vous mettre sur une piste pour vous permettre d'aller un peu plus loin. Des fois, leur chanson, c'est une chanson, mais ça m'est arrivé de me faire chanter une chanson, puis là, après, mettons, moi, je vais googler le titre, puis finalement, c'est une chanson des années 20 françaises, chanson populaire, que sa mère lui chantait, mais qui, bon, peut-être que nous, dans le cadre de notre recherche, c'est un petit peu moins ça qu'on cherche. Vous vous donnez combien de temps, à peu près? Bien, le projet, c'est 15 mois, fait que de janvier 2018 à mars 2019. OK. Puis là, bien, il y a le volet collecte, puis un volet créatif qui est, dans le fond, de faire des arrangements électro-trad de ça. Fait que ça, c'est un peu plus mon domaine. Puis là, il y en a deux chansons déjà en route, là, puis c'est oui, c'est ça, parce que le projet, évidemment, c'est de recenser ça, de faire notre recensement, parce qu'on est très conscient qu'on n'arrivera pas à faire un recensement ultime, parce que, justement, il faut les rencontrer, ces gens-là, il faut les trouver. Mais aussi, l'autre projet, c'est de faire le 3e album de Mélisande Électro-Trad, qui serait des chansons issues de cette collecte-là. Bon. Peut-être pour démystifier un peu, pour les gens qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que c'est Électro-Trad? C'est un... Comment ça s'explique? Bien, en fait, c'est notre mélange à nous de chansons traditionnelles et de rill, jig, musique instrumentale traditionnelle avec de l'électro dans un format assez pop. Fait que c'est une drôle de bébite musicale qu'on met sur la carte, puis ça fait quand même presque 4 ans. Puis on a fait peut-être 150 spectacles, Canada, États-Unis, Australie, France, puis c'est super le fun, puis ça va bien. Ouais. Donc c'est un beau concept. Oui, bien, c'est notre bébé, puis jusqu'à maintenant, on est encore... Ça va de mieux en mieux. En autant que ça progresse, hein?
Ça n'a pas Autant besoin qu'on paye d'aller vite. l'hypothèque. Ça progresse lentement, mais sûrement. Donc, oui, ça va bien. Puis on espère que peut-être des gens qui écoutent cette émission pourront se reconnaître et peut-être nous joindre et C'est et ça, nous communiquer avoir en tête des peut-être une chansons, information, évidemment, à vous transmettre qui va pouvoir vous aider Oui. dans votre projet. Là. Oui, puis je veux juste prendre le temps de dire que ce projet-là aussi, ça vise à valoriser les gens, les aînés, leur vécu. C'est ça aussi qu'on veut mettre en valeur, c'est les gens qu'on rencontre. C'est super émouvant, c'est super passionnant. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas, qui nous racontent leur vie, qui ont souvent des vies un peu comme tout le monde, une vie quand même intéressante, hein, quand on prend le temps de la connaître. Oui, puis il y a une transmission aussi des valeurs et des connaissances, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous raconter une histoire qu'elle avait entendue de son père ou de son grand-père ou de son arrière-grand-père, Oui. puis là, on peut reculer très, très loin comme ça. Là. On a eu des anecdotes Ah oui, on a eu savoureuses. des choses. Nous, on enregistre toutes les entrevues. Elles sont segmentées et j'écris qu'est-ce qui se passe un peu dans l'entrevue et les chansons sont coupées, mais c'est vraiment passionnant. Il y a des gens qui à un moment donné, pleurent, qui rient. C'est vraiment d'entrer dans le monde de chacun, puis avec le trésor culturel aussi de la musique et tout ça. Alors donc, collecte de chansons traditionnelles sur les berges du Richelieu. Projet, évidemment, dirigé ici par Mélisande, puis avec l'accompagnement d'Alexandre. Donc, on a mis en bas d'écran, évidemment, les informations si vous désirez les contacter. Oui. Et peut-être les mettre sur une piste. Oui, c'est oui, intéressant. oui. Toute Merci piste beaucoup. est intéressante. Merci. Bonne chance. Restez avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien. Changement important cette année pour les citoyens de la MRC d'Hérouville. La collecte des ordures ménagères va être maintenue aux 2 semaines, même pour le printemps, l'été et l'automne. Donc, ça sera dorénavant tout le temps aux 2 semaines pour cette collecte d'ordures ménagères pour MRC de Rouville. Entre-temps, on vous rappelle que si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel, très, très simple. Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye. Et lorsque le